L'incident de God Valley, c'est le titre de ce 1160e chapitre de One Piece. Et oui, nous découvrons et allons encore découvrir cette grande bataille qui a changé le destin du monde. Les chevaliers divins sont entièrement dévoilés, Roger, Chebek et Garp débarquent enfin pour participer à la guerre, le clan Davy révèle une nouvelle connexion avec les boucaniers et Dragon sauve les deux jumeaux au destin bien capricieux. D'après vous, Imu va-t-elle apparaître sur God Valley? Mais surtout dites-moi comment vous imaginez Chebek mourir, que ce soit en 3 mots, 3 phrases ou 3 paragraphes. Dites-moi tout ça en commentaire. Alors yo les bros et bienvenue à vous dans cette nouvelle review. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à vivre au plus près de cette bataille d'envergure absolument exceptionnelle. Je vous laisse évidemment liker cette vidéo et vous abonner pour me soutenir comme d'hab, et comme d'hab aussi, on se retrouve ce soir en live sur ma chaîne, sauf si imprévu, et maintenant on peut se caler et analyser ce chapitre en détente. Prenez un truc à boire et à manger, c'est parti. Le chapitre commence avec la présentation des fameux lapins super rares manquants. Souvenez-vous, je vous disais dans la dernière review qu'en comptant Kuma, Teach et sa mère, il devait sûrement manquer 10 des 13 lapins super rares de la chasse des Tenryubito, des esclaves censés être aussi rares ou importants que ne le sont des membres du clan Davy et des boucaniers. Aujourd'hui, nous découvrons sur la scène de présentation des dragons célestes 8 nouveaux esclaves plus importants que les autres, le clan Davy. Et oui, Chebek n'était pas le seul quand il disait à sa femme de faire confiance au clan Davy, c'était justement car plusieurs d'eux vivaient en secret sur God Valley. Enfin, c'est ce qu'on en pense. Nous voyons également Teach et sa mère, cette dernière étant par ailleurs entièrement révélée, et honnêtement, je m'attendais pas du tout à ce design, surtout quand j'avais encore en tête sa version du One Piece Magazine. Bon, 36 ans ont passé entre temps et on sait que les femmes ne vieillissent pas aussi bien que les hommes dans One Piece, donc ça ne reste pas très étonnant un tel contraste au niveau du physique. Donc, concernant ces lapins super rares, il doit en rester une petite poignée qui n'ont pas encore été révélés et qui sont importants, signifiant qu'encore un personnage qu'on connaît bien pourrait être lié à God Valley en ayant été un esclave dans son enfance. Il y a un personnage qui serait totalement adapté à un tel chapitre et événement, c'est U-Rouge. Il a 47 ans, donc à cette époque il n'aurait eu que 8 ou 9 ans, il fait partie d'une race céleste, donc ça colle bien avec le thème de la vallée des dieux de God Valley, et surtout il reste le dernier supernova à avoir besoin d'un développement. Bah ouais, quand on y pense, tous les arcs du Nouveau Monde jusqu'à Egghead ont développé l'histoire d'un supernova, sauf Elbaf. Et ça tombe bien puisque tous les supernovas ont été développés, sauf U-Rouge. Donc en vrai, ça serait le bon moment pour le montrer ancien esclave sur God Valley, surtout un esclave rare puisqu'il est Bilkan. Alors ouais, du coup, parlons quand même de la première révélation de ce chapitre, présentant d'après certains Tenryubito un lien entre le clan Davy et les boucaniers. De ce qu'on peut comprendre, les Davy seraient sûrement des boucaniers, comme l'atteste la grande taille de 2 d'entre eux, sauf qu'on voit très bien que les autres ne sont pas aussi grands. Également, Chebek et Teach n'ont pas une allure comparable à celle de Kuma ou à son père qui ont du sang de géant en eux. Si je dois vous expliquer comment je comprends ce chapitre et cette révélation, David Jones était probablement un boucanier, ce qui serait totalement logique et compréhensible quand on y pense puisqu'il fut l'un des premiers pirates du monde de One Piece. Et les pirates de notre monde, à nous, étaient composés de boucaniers qui étaient à l'origine des chasseurs qui se sont tournés vers la piraterie. Au final de nos jours, quand on parle de boucaniers, on oublie cet aspect d'homme terrestre et on pense davantage à ces aventuriers des mers. Donc David Jones est l'un des premiers pirates inspirés des boucaniers du XVIIe siècle qui ont marqué la piraterie. Pourquoi pas, ça fait assez sens. Mais en vrai, je pourrais avoir une meilleure explication qui colle assez parfaitement avec One Piece, une théorie que je vous avais dévoilée dans le chapitre 1095 quand le terme boucanier a fait son apparition pour parler de la race de Kuma pour la première fois. L'appellation de boucanier appliquée à la race de Kuma peut s'expliquer par un double jeu de références. D'un côté, le terme renvoie à l'histoire réelle car il est dit que les boucaniers furent à l'origine une nation d'anciens esclaves ayant obtenu l'indépendance dans une révolution. Dans One Piece, cette symbolique colle parfaitement à Kuma et son peuple, condamné à l'esclavage mais marqué par la révolution de Kuma sur God Valley ou ailleurs pour briser ses chaînes et vivre librement. Toujours en cherchant les possibles mythes autour des boucaniers pour peut-être mieux comprendre où d'avant en venir, au Brésil, le mot boucan vient du langage des Tupis, peuple autochtone qui croyait en un esprit sylvestre nommé le Curupira, un être farceur, gardien des forêts, décrit avec des jambes inversées, une chevelure flamboyante et une lance. Une description qui évoque à la perfection l'image du dieu soleil Nika, surtout si l'on rappelle qu'Oda lui-même a désigné le Brésil comme le pays d'origine symbolique de Luffy. De là naît l'hypothèse que les boucaniers auraient non seulement préservé le souvenir de Nika en lui vouant un culte, mais seraient aussi directement liés à lui. Ce peuple, réduit en esclavage, aurait transmis la légende d'un libérateur qui fut autrefois l'un des leurs. Joy Boy, figure ancienne et incarnation passée de Nika, pourrait ainsi avoir obtenu à la même race que Kuma, expliquant la transmission de ce mythe au fil des siècles. Ni adapté à un humain, ni à un véritable géant, le chapeau géant de Marie-Joise serait bel et bien à Joy Boy et correspondrait justement à la stature intermédiaire des boucaniers, peut-être même que le plus grand des Davy de God Valley
Valley, et son chapeau de paille représente un foreshadow de cette théorie, puisque ça serait Davy Jones, Joy Boy, le porteur original du chapeau de paille. Aujourd'hui, le rapport avec ce dernier serait que ce pirate légendaire, ancêtre de la famille de Barbe Noire, soit en réalité surnommé Joy Boy. David D. Jones était le Joy Boy du siècle oublié, il aurait été un boucanier, mais aussi Nika, tout en étant à l'origine de cette légende. Voilà pourquoi le clan Davy serait autant lié à cette race, et avec le temps, et s'étant reproduit avec des humains, certains de leurs descendants auraient perdu de leur taille, expliquant pourquoi Teach et Chebek n'avaient pas la carrure de Kuma. Mais surtout, ça expliquerait la haine intime et incompréhensible que voue le gouvernement à la fois au clan Davy, mais aussi aux boucaniers. En tout cas, je m'attendais pas à voir d'autres membres du clan Davy ici, et j'ai hâte d'en savoir plus sur eux et surtout de voir Chebek interagir avec eux. J'imagine même qu'il puisse leur demander pardon de les avoir mis en danger, puisque c'est un peu à cause de lui qu'ils sont là aujourd'hui. Sinon, globalement, sur cette première partie, je n'ai rien de plus à dire, on peut passer à la suite. Et quelle suite horrible d'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai pas été aussi mal à l'aise à lire un chapitre. En gros, nous voyons quasiment tout de la chasse de God Valley, les exécutions, les traques et ce même sur les enfants. Alors heureusement, il y a beaucoup de off-screen, mais c'était vraiment un calvaire à regarder, à lire. Je dis pas qu'Oda n'aurait pas dû démontrer ça parce que je capte bien pourquoi il le fait, pourquoi il diabolise encore et encore les Tenryubito et les chevaliers. On arrive sur leur arc à eux, sur leur histoire à eux et sur leur défaite aussi que les révolutionnaires doivent leur infliger, donc il faut dépeindre absolument le pire chez les dragons célestes, et God Valley est l'endroit absolument parfait pour ça. Summers, t'inquiète même pas qu'ici on va danser le jour où t'arriveras plus à être régénéré. Donc non, c'est bien, mais c'est un passage que j'ai détesté parce que ça prend au tripes. Ça n'a beau être qu'un manga, une histoire de fiction, toutes ces horreurs ont existé, elles existent encore, et existeront malheureusement dans le futur, et c'était pas non plus très facile de l'oublier. Après, au même moment, se trouve Dragon qui parcourt l'île en cherchant Shanks et Shamrock après que leur mère l'ait missionné de les sauver. Dragon qui se rebellera définitivement en tirant au fusil anesthésiant sur un dragon céleste pour empêcher ce dernier de blesser Kuma. Vous aurez compris que sans le savoir, ni l'un ni l'autre, Dragon avait déjà sauvé l'un de ses plus importants, futur commandant de la Révolution, et ça c'est beau. Mais du coup, il cultive aussi cette haine pour le gouvernement qui va le suivre pendant 38 ans de plus. God Valley aura définitivement scellé le destin des Tenryubito en éveillant leur pire ennemi à ce jour. Dans ce chapitre, Dragon parvient à sauver Shanks et Shamrock, ce qui veut dire qu'avant de perdre la trace de Shamrock, il a quand même pu les avoir auprès de lui. Mais pardon, mais comment il fait pour savoir qui était Shanks et qui était Shamrock en fait? Parce que là, à tout moment, les deux prénoms et identités ont été switch sur God Valley, hein. Bon, quoi qu'il en soit, on en vient à la même question, à la même pensée que la semaine dernière. Quelqu'un va empêcher Dragon de sauver Shamrock, et ce quelqu'un sera probablement soit à l'origine d'une explosion ou un truc du style, soit c'est Garling, qui va vouloir récupérer ses gosses. Reste à savoir si Dragon, dans un état de stress et d'énervement pour sauver les gamins, ne va pas dévoiler le même acquis des rois que Luffy en voulant sauver Ace ou en voulant sauver les Kuja pétrifiés sur Amazon Lily. Ça pourrait confirmer cette forme du acquis chez Dragon, mais aussi la montrer à son jeune âge, le même âge où Luffy l'a dévoilé pour la première fois au lecteur. Ouais, désolé, je trouve que ça manque un petit peu de acquis des rois dans ces derniers chapitres, alors que pourtant ça fait 2 mois qu'on est entouré de pures légendes de One Piece. Justement, en parlant de légende, les pirates apparaissent. Chebek, Roger et leur équipage arrivent sur God Valley dans une scène similaire au chapitre 1096. On commence par l'équipage des Rocks. Chebek les guide en demandant une parfaite coopération entre eux pour se partager tous les trésors que cache cette île, à savoir les fruits du démon, l'or, et aussi, évidemment, Shaki. Ce que ne savent pas les Rocks, c'est que Chebek n'en a rien à faire de tout ça en réalité. Plus que jamais, il a besoin de l'aide de son équipage pour sauver sa propre famille. Mais ça, il ne veut pas leur dire. Alors, nous n'apprenons rien de particulier les concernant, si ce n'est que Wang Zi, lui, est resté sur la ruche, alors que c'est justement lui qui a vendu Shaki au gouvernement. Il est le seul parmi les Rocks à ne pas avoir pris part à cette guerre. Étonnamment, il est aussi le seul membre des Rocks révélé dans ce flashback à avoir survécu jusqu'à notre époque en reprenant la ruche avant d'être défait par Barbe Noire. Ma question est donc très simple, qui va mourir durant cette grande bataille parmi les Rocks? Normalement, Roger ne va compter aucun mort dans son équipage, mais chez les Rocks, on peut déjà en imaginer quelques-unes. Barbel, par exemple, l'homme poisson Nika du chapitre 1156 là, il se trouve ici, mais on ne le verra plus jamais après ça. Il risque de mourir sur God Valley. Kyo, également, lui on nous l'a présenté une fois comme un mec trop badass et spécial. Finalement, depuis le chapitre 1156, encore une fois, on ne l'a quasiment ni vu ni entendu parler. Pour finir, il y a John, Ganzui et Jill Bastard. Bon, là, ces deux derniers ne sont pas apparus dans ce chapitre, mais on sait qu'ils sont sur God Valley, comme en témoigne la présentation des Rocks au chapitre 1096. Et on sait aussi que tous les trois, John inclus, seront les seuls à se retrouver zombifiés dans l'équipage de Moria. Alors John, Ganzui et Jill vont-ils mourir ici sur God Valley? Normalement, John ne mourra que plus tard, car il deviendra capitaine d'un équipage, amassera un grand trésor qui sera d'ailleurs l'objet d'un mythe recherché par Baggy. De plus, il mourra d'une mutinerie, donc je pense qu'il sortira vivant de God Valley, et justement qu'il gardera pour lui tout le trésor des Rocks en les volant et en les bernant. Le grand trésor recherché par Baggy serait en réalité d'ailleurs la fortune de Chebek, le pirate qui détenait tous les trésors du monde avant Roger. Bon, et du coup pour tous les autres, la Kyo, Ganzui, Barbel, Jill, je pense qu'il risque effectivement de mourir ici, et c'est davantage cohérent quand on sait que Kaido lui-même a failli y passer, au point que Big Mom ait dû lui donner le Uo Uo no Mi pour le sauver.
Ouais, un monstre comme Kaido, quasi invincible même dans sa jeunesse, a pourtant failli crever ici sur God Valley, tout comme son capitaine d'ailleurs qui a vraiment laissé sa peau. Donc les Rocks, contrairement à Garp ou Roger, vont devoir affronter un ennemi bien plus terrible que ces derniers. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler dans les dernières reviews, mais si on doit imaginer qui sera à l'origine de leur défaite, Imu va plus que très probablement débarquer sur l'île en prenant le contrôle de Gunko qui se trouve elle aussi ici et qui aurait été envoyée pour aider les Chevaliers Divins. Sur Elbaf, nous avons bien pu voir qu'elle a servi de corps à posséder pour Imu, donc je pense que c'est encore à travers elle que Imu reviendra, surtout depuis que nous avons appris au chapitre 1155 qu'elle en était sa servante. Donc effectivement, les Rocks risquent d'avoir à combattre le pire des ennemis de God Valley, Imu. Il y a aussi l'hypothèse du Domiriversi de Chebek. Si Imu arrive à manipuler Chebek comme elle a manipulé les géants d'Elbaf, ce dernier pourrait se retourner contre son propre équipage et rien ni personne ne pourra l'arrêter sauf peut-être l'alliance Barbe Blanche, Roger et Garp. Bon, quoi qu'il en soit, pour moi, la cause de la mort de Chebek restera Imu, peu importe quand et comment. Par contre, il faudra effectivement se caler 5 secondes pour imaginer comment va se dérouler les affrontements durant cette bataille. Qui va affronter quoi, en fait? Actuellement, il y a 4 leaders et leur groupe avec une grande puissance capable de se combattre. Chebek, Roger, Garp et Garling. Mais pas seulement, il y a aussi Saturne. Et oui, on a trop tendance à l'oublier. Vu que l'équipage de Chebek est globalement plus fort que celui de Roger, je dirais qu'ils vont affronter une grande partie des 7 chevaliers divins. Je pense quand même que Garling affrontera Rayleigh, pour Shaki évidemment. Gabal, lui, n'affrontera probablement pas Sommer vu qu'il a déjà fait sur Elbaf. Par contre, il pourra faire face à un membre des Rocks comme Shiki ou même faire face à Bogard du groupe de Garp. Parce que oui, Garp, lui, il est arrivé avec personne qui a du buzz, à part Bogard. Donc de son côté, c'est vite vu, Garp va très probablement affronter Roger comme à son habitude vu que c'est le seul qui l'intéresse. Kaido, Big Mom, Newgate, à part les Chevaliers Divins ou même Saturne, je vois pas qu'il pourrait affronter d'autres, ni qui est à la hauteur chez Garp ou chez Roger, donc l'équipage le plus puissant et équilibré reste totalement les Rocks pour le moment. Bon d'ailleurs on va vite fait parler des Chevaliers Divins parce que de nouveaux sont apparus. Contrairement au chapitre 1096, le groupe est officiellement présenté, ce ne sont plus les Chevaliers Divins mais davantage les Chevaliers de Dieu en vrai et ils sont sur God Valley au nombre de 7, enfin normalement, mais on en parlera un petit peu après. On en connaît une grande partie mais 2 viennent d'apparaître et physiquement ils sont plutôt intéressants puisqu'ils font vraiment penser à un homme poisson et à un géant antique façon Numbers qui est d'ailleurs une femme si je me trompe pas. Donc l'homme poisson fait penser à une espèce de fighting fish de Dressrosa, que ce soit au niveau des dents ou des cornes, même les cernes autour des yeux, c'est évident qu'il s'agit d'un homme poisson qui ressemble d'ailleurs pas mal à Dellinger ou même à un peu le regard de Tom. Pourtant il y a quand même ce truc aussi où il a des ailes, voilà, des ailes de démon, donc s'il s'agit vraiment d'un homme poisson, il y a fort à parier qu'il possède des pouvoirs démoniaques et que ce soit une partie de sa forme animale. L'espèce de Doflamingo géant antique là, pour le coup c'est une description plutôt précise, hein. Il y a bien moyen que ce soit un membre des Oni, les fameux ogres dont seraient issus Yamato et Kaido, mais il ou elle a quand même des cornes assez petites qui font plutôt penser aux gifters de l'équipage de Kaido justement, comme Shiphead qu'on avait vu sur Zoo. Elle fait aussi d'ailleurs penser à Cunningham dont le design a été révélé juste avant le début de ce flashback. Alors est-ce qu'il s'agit de quelqu'un de sa famille ou de son espèce? Car Cunningham semblait très clairement être lui aussi un homme poisson, donc autant ce nouveau chevalier divin en est un également, voilà. Et justement, ça doit vous paraître bizarre, non? Je veux dire, depuis tout à l'heure, je parle de races différentes chez les Chevaliers Divins et c'est assez à l'opposé de la philosophie des Dragons Célestes, on est d'accord? Eh bien, je pense qu'on arrive au moment précis de l'histoire des Chevaliers Divins où on peut établir de bonnes théories sur ce qu'ils sont vraiment. Les Chevaliers Divins ne sont pas des Tenryubito-nés, ils n'ont peut-être même pas un sang de noble comme Sabo. Ce sont simplement des guerriers terriblement puissants qui ne sont ni pirates ni bandits, que les Tenryubito reconnaissent en grand potentiel et qui ont fait leurs preuves. Les Chevaliers Divins sont des mercenaires mais qui se sont finalement divinifiés en rejoignant le gouvernement mondial venant des 4 coins du monde. C'est simple, tous ceux qui viennent d'une race autre que la race humaine, basique de One Piece, ne sont déjà pas censés être des dragons célestes, parce que chez les Tenryubito, il n'y a que des humains dont le sang des 20 rois fondateurs coule en eux. C'est aussi pourquoi ils ont essayé au tout début de l'arc de recruter Loki, un géant. C'est bien la preuve que les Chevaliers Divins ne sont à l'origine en aucun cas liés par le sang avec les Tenryubito. Donc les Figarland ne sont officiellement pas des nobles. Shanks n'est pas un dragon céleste par sa mère, qui était une femme simple de God Valley, ni par son père, qui n'est qu'un militaire en fait au sein du gouvernement mondial. Ça reviendrait à dire que le fils de Loki et Gerd est un dragon céleste alors qu'aucun d'eux ne l'est. Vous voyez ? Si Loki fait partie des Chevaliers Divins, admettons. C'est pour ça qu'il n'est pas étonnant de voir des têtes qui n'apparaîtraient jamais de base chez les Tenryubito, tout simplement car ça n'en sont pas. Et il y a fort à parier que le Gorosei ne soit finalement et de base que des Chevaliers Divins ayant évolué à un grade supérieur sans être pour autant issus de familles à l'origine du gouvernement. Gunko est encore une fois la preuve parfaite, aujourd'hui présentée comme sainte et Chevalier Divin, elle vivait il y a quasiment 80 piges dans le même royaume que Brook, sans scaphandre de Tenryubito, comme tous les autres Chevaliers Divins. Et d'ailleurs c'est à se demander si les Chevaliers Divins ne sont pas en fait des champions
des familles royales. Que, en gros, chaque famille de Tenryubito, donc sûrement une vingtaine, ont un champion qui les représente lors de ces tournois, comme celui de God Valley, expliquant pourquoi l'un des chevaliers veut rapporter le trophée à la famille Manmeyer. Ce n'est pas parce qu'elle fait partie de cette famille, mais parce qu'elle représente cette famille. Un champion est un terme assez adapté, puisqu'à l'époque médiévale, ils étaient le guerrier choisi pour représenter un seigneur ou une famille dans un tournoi ou dans un combat singulier. Les chevaliers divins ne sont alors que des champions de Tenryubito, mais ne partagent pas le même sang qu'eux. Ils viennent même du monde inférieur, et avec du recul, beaucoup de personnages auraient pu être des chevaliers divins. Mihawk aurait parfaitement pu en être un, par exemple. Voilà, avant de passer à la suite, je veux faire une petite aparté sur Gunko, donc qui est présenté aujourd'hui comme l'épée de Dieu. À en croire les Tenryubito, ce rôle a moins d'importance que celui des chevaliers divins. Peut-être parce qu'il s'agit d'un titre temporaire lorsqu'un champion est en attente d'intégrer le rang des chevaliers divins. Cependant, je peux pas m'empêcher de penser à sa proximité avec Imu en étant sa servante. Imu est Dieu, donc Gunko en est en quelque sorte son épée. L'épée de Dieu, l'épée d'Imu, ça colle plutôt bien avec ce titre. Donc ouais, je dirais qu'en termes de hiérarchie, ça donne quelque chose comme l'épée de Dieu serait le grade temporaire avant de passer chevalier divin. Les chevaliers divins sont sous l'ordre d'un leader de ces chevaliers, et ce leader est celui à même de devenir l'un des 5 doyens si l'un d'eux venait à mourir. Donc en gros, tous les membres du Gorosei originaux qu'on connaît depuis le début de One Piece ne seraient que des anciens chevaliers divins, anciens champions de Tenryubito, ayant évolué et grimpé en hiérarchie. En tout cas, voilà les concernant, comme je vous l'ai dit, on va revenir très vite fait sur leur sujet un peu après. Là, avant tout, on va vite fait parler de Garp. Garp débarque à son tour sur God Valley pour clôturer ce chapitre. Pour le coup, il a vraiment une arrivée de dingue en grande pompe, etc. Et en balançant des boulets de canon dès le début et tout, comme à son habitude. Malheureusement, c'est pas très bien dessiné, donc c'est difficile de savoir qui il a touché. Parmi les pirates, on dirait que celui du haut ressemble à Shiki, là, qui s'envole. Mais sinon, l'exercice en lui-même est trop difficile. On verra dans l'anime si ça change quoi que ce soit. J'ai beaucoup aimé l'expression de Chebek et Roger en captant son arrivée. On sent vraiment le caractère unique de God Valley de regrouper 3 véritables légendes au même endroit. Et en vrai, c'est tout. Parce que malheureusement, il n'y a rien de plus à dire ou presque. En fait, une grande partie du chapitre n'est qu'une copie du 1096. L'arrivée de Roger, à part la mention de Shaki et le fait qu'il se fasse piétiner, moment très drôle au passage, il n'y a rien de neuf. L'arrivée de Chebek, c'est quelques secondes avant qu'il accoste sur l'île, comme on le voit au 1096, donc là encore rien de révélé particulièrement. Et pareil pour Garp, à part l'utilisation d'un boulet de canon, c'est le copier-coller du flashback de Kuma. En gros, ce chapitre aurait pu être bien plus exceptionnel et hypant si le 1096 n'avait jamais existé, sauf que là, une grande partie du chapitre est le même que celui dévoilé il y a 2 ans dans le flashback de Kuma. Donc pour le coup, j'ai bien plus hâte de lire le chapitre 1161, le prochain, qui va normalement nous dévoiler de nouvelles choses. Et justement, dans le chapitre d'aujourd'hui, je voulais vous parler de 2-3 trucs qui semblent être des incohérences ou en tout cas un scénario un petit peu chelou et j'arrive pas trop à capter les choix d'Oda. La première page, on voit au moins 7 personnes censées être des Davy sur la place centrale, mais pendant le zoom, ils ne sont plus que 5. Ensuite, l'équipage des Rocks apparaissent, mais il manque une grande partie de ceux apparus dans le chapitre 96. En échange, Kyo apparaît à son tour. Dragon trouve, on ne sait pas trop comment, l'emplacement de Shanks et Shamrock et arrive à les kidnapper sans se faire voir. Là, pareil, on ne sait pas comment il va distinguer qui est Shamrock, qui est Shanks, et comment il va noter le nom de celui qui se trouve dans le coffre que Roger va trouver. Bon, ça j'imagine qu'il faut le temps que ça se réalise pour comprendre. Et finalement, côté Chevalier Divin, c'est la débandade. Au chapitre 1096, sur la scène principale, on peut apparemment compter une douzaine, sauf que dans le chapitre d'aujourd'hui, ils sont seulement 7 à être présentés officiellement. D'ailleurs, 2 qui sont apparus dans le chapitre 1096 n'apparaissent pas dans la présentation officielle, donc on ne sait pas s'ils sont épées de Dieu eux aussi ou juste oubliés par Oda. Rien de grave dans tout ça, peut-être même que tout aura une explication à l'avenir, c'est juste un petit peu frustrant en fait d'avoir l'impression de lire le même chapitre qu'il y a 2 ans avec des changements cachés qui donnent un peu l'impression que Oda il a eu de nouvelles idées entre temps et du coup il a modifié certains trucs. Tout ça en tout cas c'est bien cool, mais maintenant c'est vous qui avez la parole, nouveau courrier de Goji, je réponds aux questions que vous m'avez posées sur Twitter, sans transition, c'est maintenant. Yo Goji, Rox semble lui aussi avoir une lame des 12. Qu'en penses-tu? Effectivement, je pense que t'as totalement raison, parce que je vois pas dans quel monde un personnage comme lui, qui plus est avec un style de combat très axé sur l'épée, n'aurait pas une arme spéciale, pendant que Roger et Barbe Blanche avaient chacun un Seijo Owazamono, c'est le terme que tu cherchais. Le problème, c'est que ça, on le verra sûrement jamais. La seule façon de le découvrir et de le savoir tout simplement, c'est à travers un SBS, comme d'habitude. Donc, va falloir attendre. Moi, en tout cas, je pense que son arme doit avoir un nom lié à Teach. Si Roger avait une épée qui s'appelait Ace et qu'il a voulu appeler son fils comme ça, c'est sûr que Chebek a fait la même chose et son épée se nomme Marshall ou même Teach. Bref, en tout cas, j'espère bien qu'il a une arme à la hauteur de sa réputation. Je pense sincèrement que Rox va mourir en héros et pas trahi par son équipage. Alors, je le pense aussi, mon ref, mais surtout je l'espère.
On en a déjà parlé dans les dernières reviews, mais normalement on terminera ce flashback en étant beaucoup plus serein avec l'histoire des Rocks. On les verra moins comme des traîtres à tout va. Bon, après Chebek lui n'était pas giga serein non plus puisqu'il a demandé un max de coordination avec sa team pour pas qu'il s'éparpille. Mais vraiment j'ai confiance en eux, j'espère vraiment que Chebek ne mourra pas entouré d'ennemis en protégeant sa famille. Déjà que sa fin risque d'être assez triste, non c'est bon. Ce serait pas juste pour lui, avec l'histoire qu'on a découvert durant son flashback, il donnait vraiment l'air d'être trop bon pour subir une telle trahison. Salut Goji, penses-tu que c'est après cet incident de God Valley que Roger va s'intéresser au véritable mystère de ce monde? Eh ben, c'est une très bonne question et bonne remarque, mais normalement c'est pas exactement le cas. En fait Roger et son équipage ont déjà atteint Lodestar il y a 39 ans, donc un an avant God Valley. À ce moment-là de l'histoire, en arrivant dans ce chapitre, Roger avait donc atteint Lodestar, la destination finale du Logpose, que personne n'a pu atteindre avant, comme il le révélait au chapitre 966. Ce n'est qu'en arrivant là-bas qu'ils ont compris qu'il restait une dernière île à trouver pour devenir vraiment le seigneur des mers. Donc c'est sûrement à ce moment-là, en fait, précisément, qu'ils se sont vraiment intéressés au monde également. Là, Roger n'était qu'au début de sa lecture de One Piece, quoi. Il y a par contre totalement moyen que Roger découvre de nouvelles choses pendant God Valley, que ce soit l'existence d'Imu, surtout si elle apparaît sur l'île, mais également des révélations par Chebek avant qu'il meure. Il peut révéler des choses qu'il sait sur le clan Davy et donc le clan d'Eddie, vu qu'ils sont liés à l'histoire antique de One Piece, surtout face à Roger et Garp qui sont eux-mêmes d'Eddie. Il peut révéler des choses sur l'armée antique Pluton par exemple, vu qu'il s'intéressait à la Galée et la compagnie. Et puis bien sûr, il peut leur parler des 2 fruits du démon qu'il recherchait. Depuis le chapitre 1156, on n'a plus eu de news les concernant et on ne sait pas si Chebek a pu les trouver ou non. Donc je pense que s'il n'a pas atteint les objectifs qu'il avait, il peut pousser éventuellement Roger à les poursuivre à sa place. Bon, quoi qu'il en soit, cette île du destin comme elle est appelée cache actuellement pas moins de 5 dits en comptant Teach et Dragon. Alors il faudra pas s'étonner quand des secrets seront révélés sur ce clan antique dans les prochains chapitres. Pourquoi Dragon a laissé Garp s'occuper de Luffy s'il savait à quel point la marine était corrompue et qu'il aurait eu une possibilité qu'il devienne soldat de la marine à l'avenir, même s'il considère un enfant comme une faiblesse? Pour le coup, on sait pas trop comment ça s'est passé aussi, mais il est bien possible que Dragon ait été élevé aux côtés de Dadan, sur l'île de Down, vu qu'ils ont le même âge. Donc il savait déjà que Garp n'allait peut-être pas vraiment s'occuper de son petit-fils, mais qu'il l'abandonne à quelqu'un sur cette île. De toute façon, comme tu l'as dit, son enfant était sa pire faiblesse, alors il valait mieux le confier à son père plutôt que de risquer soit de mettre en danger la vie de son fils, soit de mettre en danger son plan qui est littéralement la libération du monde. Yo boss, beaucoup spéculent sur le fait que Dragon ait quitté la marine après l'incident de God Valley, mais j'ai plutôt l'impression qu'il y est resté quelque temps pour y apprendre encore des choses sur le monde et les stratégies d'attaque. Qu'en penses-tu? Merci à toi d'avance. J'avoue que la question se pose. Déjà, on sait que au chapitre 1097, Dragon révélait avoir passé un petit peu de temps dans la marine et il s'y connaissait assez en armes pour impressionner Kuma. Donc il y a fort à parier que même après God Valley, il soit resté quelques années de plus, parce que comme le dernier chapitre le laissait sous-entendre, God Valley semblait être vraiment une des premières missions pour Dragon, qui n'était qu'un simple soldat de base à cette époque. Il n'avait pas un seul grade. Donc après cet événement qui le traumatisera, il restera encore quelques années avec cette fois-ci l'idée d'accumuler de l'expérience et des informations pour la future armée de la libération qu'il s'apprête à créer. En gros, après God Valley, il y a moyen que Dragon ait eu l'idée des révolutionnaires, mais que ce n'était pas encore le moment parfait pour lui de se lancer dans un tel projet. Surtout que ça coûte très cher. Alors oui, je pense effectivement que Dragon va devoir tanker ses horreurs encore quelques temps, et honnêtement, vu la réaction qu'il a eue dans ce chapitre, ça me fait vraiment terriblement de peine. Voilà les bros, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. J'espère que vous avez kiffé et j'espère aussi que vous avez kiffé ce chapitre. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, j'avoue que je m'attendais à quelque chose de plus gros, etc. Mais je pense que vraiment le prochain, le 1161, là, il va taper très très fort. Je suis curieux en tout cas d'avoir votre retour à ce sujet. On se retrouve donc probablement ce soir en live sur Twitch. Et sinon, on se donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Voilà, merci à tous. Peace les bros. Prenez soin de vous et de vos proches.